Brestois, le jingle de Brest On Air est toujours d'actualité. Brest est en Ligue 1. Bienvenue pour ce 77e épisode de Brest On Air, ou 77e, comme diraient nos amis belges. Un épisode sous le signe du maintien, évidemment, avec mes deux acolytes habituels, avec Yann, bien sûr, notre ami Yann, comment vas-tu? Très bien, je profite à plein de la promo chez H&M, 2 slips achetés, 4 offerts. Ah Attention, voilà, c'est là j'en ai important. besoin. Après, c'est vrai qu'ils seront moins sales ces prochains matchs, donc le troisième offert aurait été suffisant. Fange, tu es là également. Bonjour, tout va très bien, tout roule. On est en Tout Ligue 1, tout roule, le ciel est bleu. à fait. Le Le ciel ciel est est bleu bleu, sur Brest. il fait beau. Ça fait quelques temps d'ailleurs qu'il fait beau. Peut-être un lien avec les performances brestoises qui ces dernières semaines ont été alors toujours inconstantes, c'est vrai, mais néanmoins très agréables pour un club de notre standing, on va dire. On est finalement que Brest, et Brest à 5 ou 4 journées de la fin est définitivement sauvé, ce qui est un sacré luxe pour à la fois préparer la saison prochaine, mais aussi bien sûr pas pour terminer celle-ci. Et on ne boude pas notre plaisir, effectivement. D'ailleurs, vous l'entendrez sûrement au ton enjoué de nos voix. Tout se passe bien. On supporte un beau club. Il fait bon de supporter le Stade Il Brestois, comme dirait un certain commentateur sportif. il y a même un côté un peu irréel où voilà, il reste 4 journées, j'ai l'impression que je suis en vacances, on est au milieu de l'été, quoi. C'est plaisant, mais c'est surprenant en tout cas. C'est la première fois, je pense. Enfin, les Depuis, dernières années en Ligue 1, depuis c'était toujours la le 21e siècle, je crois que Brest ne s'était jamais sauvé avant la dernière journée en Ligue 1. Ça a toujours été à la dernière journée depuis les années 2010-2013 et les trois d'avant, même s'il y a eu le Covid. Et même si on pense aux années Furlan, depuis 2015-2016, on a toujours eu un truc à jouer jusqu'à la dernière journée. Donc là, ça fait du bien de respirer un petit peu, parce que de se mettre dans la peau d'un supporter Castelroussin, par exemple. C'est ça qu'ils vivent tous les ans, mais c'est bien. On se souvient de Xavier Pentecôte, bien sûr, qui ont fait vibrer nos dernières journées. Issam Djemma également. La touche pour Montpellier aussi. Mais cette année, ce sera contre Bordeaux, au stade, pour peut-être envoyer, pour leur bien peut-être, ou pas, les Girondins de Bordeaux en deuxième division. Mais c'est vrai que voilà, on vit une fin de saison tranquille, et c'est quand même on va vivre une fin de saison tranquille. Et c'est quand même très agréable de suivre cette équipe qui, on le rappelle, avait quand même démarré la saison de façon catastrophique. Qui l'aurait cru que Brest allait être maintenu avec 5 matchs encore à jouer? Tout à fait. On avait fait d'ailleurs Toi, tu l'aurais cru, Fanch? Est-ce que tu l'aurais cru? pas du tout. D'ailleurs, on avait Je fait te pose la question, Fanch. un podcast, je crois. Alors, j'ai pas le chiffre, le nombre du podcast, je vais vérifier. Mais c'était au début un podcast, je pense, vers le mois d'octobre, qu'on avait intitulé. Alors, je vais chercher faire la recherche pour être tout à fait clair pour nos auditeurs. pour le contexte, c'était juste avant le match contre Reims. C'était avant le match. Alors, on avait fait voilà, il y a 6 mois exactement, épisode 70, Stade Brestois 29, le profil du relégué, point d'interrogation. Et pendant 35 minutes, on avait justement débattu et on avait intitulé ce podcast, on avait mis la description suivante. Après 9 journées, le Stade Brestois traîne à la 19e place. Surtout, le club breton n'a pas gagné le moindre match et a perdu des points importants face à des concurrents, notamment Metz, ce qui est rigolo quand on connaît le résultat de dimanche dernier, et le contexte messin. Est-ce suffisant pour condamner le Stade Brestois dès la 9e journée? Nous en débattons aujourd'hui. Donc je pense que si on reprend ce podcast, je suis relativement peu optimiste, pour changer. Et je ne pensais certainement pas qu'on se sauverait largement. Là, on dit qu'on est sauvé à la 35e, 34e, mais déjà contre Lyon, c'était pas fait mathématiquement, mais c'était quasiment réglé. Donc ouais, Les 42 puntos. voilà, c'était même le nul face à Nantes, 39 points. C'est vrai que moi, je pensais que ça se jouerait un petit peu plus haut. Et quand on regarde la vitesse à laquelle avance Clermont qui a 33, Saint-Etienne 31, j'ai du mal à voir Saint-Etienne dépasser les 38 points, par exemple, sur les 12 qui restent. Notamment, ils se rendent à Rennes ce week-end, ça risque d'être chaud. Donc vraiment, c'est très très bien et on peut louer. Alors, je sais pas à qui vous voulez attribuer les mérites de ce maintien, vous, messieurs. Je pense que Michel Derzakarian y est pour beaucoup, mais également, je tiendrai à signaler évidemment les joueurs, mais Grégory Lorenzi, puisqu'il n'a pas viré Derzakarian alors qu'il aurait très bien pu le faire, enfin très bien, il aurait pu avoir l'idée de le faire après 10-11 journées. Et je me souviens d'une interview dans l'équipe où il disait qu'il ne le ferait pas parce que ce ne serait pas productif. Et évidemment, la suite lui a donné raison. Donc encore une fois, plutôt visionnaire notre ami Greg Lorenzi.
Yann, quelque chose à rajouter? Justement, Fanch, ouvrez un peu le débat. Est-ce que toi, à qui tu donnerais le mérite, on va dire, de ce maintien? On imagine qu'il est quand même pas mal partagé, hein, par bon nombre d'acteurs, mais est-ce qu'il y a peut-être un qui ressort pour toi? J'ai cru comprendre dans une interview au Telegram il y a quelques semaines que c'était Steve Mounier qui nous offrait le maintien. Mais de mon côté, c'est plutôt Derdakarian. Dans le sens où... Alors, on l'a dit dès le début, je pense qu'on peut revenir au live de présentation qu'on avait fait. On savait ce qu'on aurait, on a eu ce qu'on attendait, on n'a pas été surpris. Et si, peut-être on était surpris que ça arrive aussitôt, mais à aucun moment, moi, j'ai douté finalement de la machine d'Erdak. Il y a eu des ratés, évidemment, quelques trucs où c'est passé à côté, mais sur le processus, sur le temps de la saison, on arrive au stade où je nous voyais arriver au début de saison. Donc c'est à souligner dans un club qui joue le maintien, réussir à garder un cap et avoir... Et la statistique comme quoi Michel Dazakarian n'est toujours pas descendu en Ligue 2 avec un club, et continue, écoutez messieurs, pour le plus grand plaisir. Après, est-ce que normalement oui, hein, mais est-ce que vous pensez qu'il restera? Je pense que oui, ça dépend. Si on, je pense qu'il a été un petit peu échaudé par le début de saison. Il s'est certainement demandé un petit peu où il avait mis les pieds, et on peut évidemment reconnaître qu'il y avait des questions à se poser. J'espère, et je pense qu'il est. Je pense qu'en fait, Der Zakarian, contrairement à Olivier Dalloglio avant lui, a un peu le profil Stade Brestois, un peu le caractère Brest, et ça pourrait coller entre les deux. Je crois qu'il a encore un an plus un an en option, si je dis pas de bêtises. J'imagine que l'option doit être levée en cas de maintien, donc ce qui est fait. J'espère en tout cas qu'il va rester. Je pense qu'il va rester, même si on a pu entendre des choses un petit peu dissonantes par-ci par-là. Il faudra voir la suite et également ce que Grégory Lorenzi lui promet pour la saison prochaine en termes de recrutement notamment. Moi, je serais lui, de toute façon, je resterai à Brest. Il y a un projet qui est en train d'être monté, c'est intéressant. Il a vu avec une équipe, on en parlait, Quentin, un match contre Lyon avec un effectif quand même assez moyen, on va pas se cacher, hein. Arrive à faire 11e, je pense qu'on finira entre la 13e et la 11e place, 12e, 11e place. Arrive à faire ça, donc il y a des axes de progression. Et il y a aussi un gros défi l'année prochaine de se maintenir dans une Ligue 1 qui va passer à 18. Et après, tout dépend aussi de ce que lui va recevoir comme offre de son côté, mais sans offre mirobolante, je pense qu'il restera à Brest. Et je pense que effectivement, même moi, j'ai été assez critique, hein, à certains moments sur surtout sa façon de jouer. On va dire qu'il manque un peu de proactivité, mais le fait est que Brest est maintenu avec 45 points après 34 journées, et le mérite est largement quand même dû à son coach. Moi, ce que j'aime en tout cas, c'est que tu parlais notamment du match aller contre Metz, Fanch. La progression est quand même importante entre les deux matchs, donc ça fait à peu près 6 mois, surtout quand on compare évidemment, tu l'as dit, à l'équipe et au projet messin. À côté, celui du Stade Brestois, on a l'impression que tout va bien, quoi, parce que on a vraiment une évolution positive. On va dire notamment, dans la mentalité des joueurs, et je pense que c'est important d'avoir. Alors, on a eu des coachs, on va dire joueurs ces dernières saisons, et c'est quand même. Je pense que le changement de cap était important parce que je pense qu'il faut aussi établir une certaine culture avec en plus de comment dire plus. Je cherche le mot. D'ambition, peut-être. Ouais, d'ambition et de concentration au quotidien, quoi. Avec des joueurs qui sont vraiment impliqués au quotidien comme des joueurs professionnels pour vraiment faire évoluer le club dans le bon sens. Et je pense que Michel Derzakarian, par son discours, hein, depuis le début de saison, c'est quelque chose sur lequel il insiste vraiment presque toutes les semaines à chaque conférence de presse. Est vraiment le coach, alors peut-être pas parfait, mais c'est vraiment le profil du coach qu'il fallait. Et là-dessus, je te rejoins, Fanch, Grégory Lorenzi, par le cap qu'il a, qu'il a donné au Stade Brestois, mérite aussi une très très grande part du gâteau dans ce projet maintien et dans cette réussite maintien cette saison. Donc voilà, c'est vraiment cette histoire de culture, de concentration, de motivation, de détermination, mais vraiment au quotidien qu'on a vu. Alors c'est pas parfait, hein, il y a toujours cette inconstance
semaine après semaine, on est capable de faire des bons matchs comme contre Lyon, et puis la semaine d'avant contre Saint-Etienne, c'est tu fais un bon début de match, puis tu fais plus rien. Mais on va quand même dans la bonne direction. Il y a aussi, je pense, eu un travail psychologique qui a été fait sur l'effectif, puisqu'il n'a pas été énormément renouvelé non plus à l'intersaison. Et à chaque fois, c'est ce qui revient dans les interviews des uns et des autres. Il y a eu Greg Lorenzi qui s'est exprimé récemment, Der Zakarian aussi, et certains joueurs, notamment Honora. Et je reprends ce que Lorenzi disait, il leur a dit aux joueurs qu'ils voilà, ils n'étaient pas devenus mauvais du jour au lendemain. Et la dernière saison, avec la deuxième partie de saison avec Dalloglio, je pense qu'elle a été assez perturbante et assez le mot m'échappe également, mais en gros les joueurs l'ont certainement très mal vécu, ont perdu confiance en eux, ont perdu en confiance dans leur qualité individuelle, mais également le collectif s'est délité. On voyait qu'il n'y avait pas vraiment, alors que pourtant c'était le point fort de l'équipe de Dalloglio, le collectif. Et je pense que Der Zakarian en venant, et notamment avec la campagne de matchs amicaux que Yann t'avait suivi assez assidûment d'ailleurs, si je me souviens bien, qui ont été très mauvais parce qu'on fait vraiment une très mauvaise préparation en termes de résultats. Je parle uniquement de résultats, ça n'a pas dû remettre la confiance non plus dans les têtes des joueurs. Et ensuite, quand tu commences avec 11 matchs sans victoire, la première c'est contre Monaco, forcément il y a tout un travail psychologique derrière à mettre en place. Et je pense que la série de 6 matchs consécutifs, 6 victoires consécutives, alors certaines sont un petit peu heureuses peut-être, mais après on avait manqué de bol sur les premiers matchs aussi, a fait énormément de bien. Et depuis, Quentin, tu donneras peut-être la statistique tout à l'heure, mais depuis cette série et le match contre Monaco, en fait, Brest a un rythme assez impressionnant. Je pense qu'on n'a jamais eu un rythme comme ça en Ligue 1 sur un temps aussi long. Sur la culture, je vais juste reprendre quelque chose que les Montpelliérains nous avaient dit quand Derzac était arrivé. C'est qu'avec Derzac, l'équipe ne passe jamais 2 matchs de suite à côté. Tu peux enchaîner 2 défaites, mais on n'a eu jamais 2 matchs où l'équipe était absente sur le terrain. Et ça s'est confirmé, même sur la première série, les 11 matchs sans victoire. Il y avait quand même des bons matchs, dans le sens où les résultats n'étaient pas là, mais c'était pas la catastrophe ambulante qu'on attendait finalement. Donc dans la culture, ouais, rien que ça, on le ressent. Donc, tu parlais de cette statistique. Il y en a deux qui ressortent et qui aussi donnent le crédit à Michel Der Zakarian. La première, c'est que donc depuis le début de la saison, c'était l'une des choses que tu voulais, je crois, Fanch et Yann d'ailleurs, vous deux, quand les axes de progression majeurs, on va dire, de cette équipe, quand Michel Der Zakarian est arrivé, ce sont les performances à l'extérieur. Avec des Brestois généralement les deux dernières saisons en Ligue 1 qui étaient passifs, qui se faisaient rouler dessus par plus ou moins tout le monde. À chaque fois que c'était un match en déplacement, on savait presque ce qui allait arriver. Et on se souvient notamment des matchs à Dijon, par exemple, où vraiment c'était lamentable. Et cette fois, Brest est 6e à l'extérieur depuis le début de la saison, ce qui est quand même assez impressionnant. Quand on regarde qui est devant, on a Marseille, Paris, Nice, Monaco et Lille. Puis vient Brest, puis Rennes et Strasbourg. Donc voilà, Brest joue avec les gros à l'extérieur et également sur les 25 derniers matchs. Donc si on enlève effectivement les 9 premiers matchs, mais qui font partie de cette série de 11 matchs sans victoire, on est 6e. Brest est 6e derrière Paris, Marseille, Rennes, Strasbourg et Monaco avec 41 points. Donc effectivement, on a pris 41 points en 25 matchs et 4 en 9 matchs quoi, si on enlève les premiers. Donc vraiment une progression cette saison qui fait plaisir et qui montre aussi qu'il y a eu du travail fait à l'entraînement. Et surtout, comme tu le disais, peut-être surtout dans les têtes. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez vu vous, comme changement alors concrètement? Parce que le changement dans les têtes, on peut pas trop l'observer nous, parce qu'on sait pas ce qui s'est passé. Comment est-ce que les joueurs ont été vus peut-être individuellement? Peut-être il y a eu des séances collectives un petit peu différentes. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui a changé selon vous entre la période, en gros, première journée, 11e journée et la période 11e journée aujourd'hui? On voit que c'est finalement presque deux équipes qui sont différentes. On avait fait une petite infographie où on montrait que le style de jeu de l'équipe avait changé en étant un petit peu plus défensif, en ayant une possession du ballon très basse, aux alentours de entre 35 et 45% du temps, avec des contre-attaques extrêmement rapides. On marquait des buts sur des actions vraiment en 3 joueurs touchaient la balle. Qu'est-ce qui a changé selon vous? Qu'est-ce que vous avez observé comme changement? Et est-ce que d'ailleurs ce changement, vous considérez que c'est quelque chose qui est pérenne? Est-ce que vous pensez que l'année prochaine on peut repartir sur le même style de jeu, c'est-à-dire très direct, en se basant sur des actions notamment de Franck Honora dont on ne sait pas s'il restera? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors je dirais qu'il y a déjà moins d'erreurs individuelles.
Alors il y en a toujours, hein, mais par exemple un joueur comme Jean-Kévin Duverne en fait moins, peut-être pas beaucoup moins, mais c'est sûr que je pense que c'est l'un des meilleurs exemples d'un joueur qui a bien évolué avec Michel Derzakarian. Alors c'est pas le seul, hein, Franco Nora, il y a un joueur comme Aris Belkebla qui est revenu à un niveau, surtout en cette fin de saison, qui est quand même très haut, on va dire. Mais après, il y a eu l'impact aussi des recrues, notamment hivernales, avec Satriano qui a quand même fait pas mal de bien, notamment offensivement, parce que c'était une période où on avait du mal à marquer des buts, que Steve Mounier n'était pas dans la forme de sa vie. Cardona, on sait un peu par quoi il est passé. Et des joueurs qui sont plus concentrés. Après, il y a eu aussi un peu plus de réussite. Hein, clairement, un Marco Bizot qui a pris ses aises dans les buts et qui a qui est monté en puissance au fil de la saison pour au final devenir, je pense, indiscutable depuis quelques mois maintenant, hein, quelques semaines au moins. Voilà, je pense que c'est un tout, mais c'est vrai qu'on finalement, je pense que le style de jeu est resté le même et que c'est difficile effectivement de voir concrètement ce qui s'est passé. Parce qu'au final, quand on regardait les statistiques avancées en début de saison, Brest méritait de gagner un peu plus de points que ce qu'il ne devait. Et au final, ça s'est un peu équilibré cette saison pour arriver à des statistiques qui sont quand même pas mal en phase avec ce que le Stade Brestois a produit cette saison, avec une équipe qui joue entre on va dire la 10e et 13e place, quoi. Donc, au final, je pense que ça s'est équilibré au fil de la saison, avec des joueurs qui effectivement ont pris confiance et ont ce traumatisme de la saison dernière, on va dire, a petit à petit été effacé, quoi. Oui, et je pense que le meilleur symbole là-dessus, c'est qu'on a vu une équipe du Stade Brestois qui a pu remonter des scores cette saison. C'est-à-dire qu'on se souvient, fin de saison passée, même début de saison passée, on prenait le premier but. Dans notre tête, on était quasiment sûr que c'était fini. Et les joueurs aussi, on le sentait que bah voilà, c'était bon, bah c'est encore parti, on va encore perdre. Là, on a remonté le score à plusieurs reprises cette saison, souvent de manière un peu improbable ou peu importe, mais en fait, quand on était mené, on n'avait pas perdu. Et ça, c'est peut-être un grand changement par rapport à la saison dernière et même par rapport au tout début de saison. Et il y a eu des belles performances aussi. On a pris quand même 6 points contre Lens, une victoire contre Lyon, une victoire à Marseille, d'ailleurs où on était mené. Donc voilà, je pense qu'il y a une évolution aussi de la mentalité de l'équipe qu'a apporté absolument pas Jean-Marc, Le Michel lapsus. Derzakarian. Et voilà, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle Grégory Lorenzi l'a choisi. Et ça fait quand même plaisir de savoir que ce qu'il y a dans le paquet, c'était bien l'image qu'il y a sur le paquet. Donc c'est quand même c'est un succès. Cette C'est, saison est c'est, un succès. c'est de la stabilité qui est amenée. Je rajouterai juste un point qui est important et tu m'y as fait penser en évoquant Cardona. Euh, Chose qu'on a vue cette saison et qu'on n'avait pas vue les dernières saisons, c'est des joueurs qui étaient à un moment enterrés et qui arrivent à revenir quand même. Cardona, c'est le meilleur exemple parce que tu me dis il y a un mois, Cardona, il va être titulaire, il va nous faire gagner contre Lyon et je me serais foutu de votre gueule. Mais même Jean-Kévin Duverne, on n'oublie pas d'où il vient, on sait que Derzac n'en voulait pas forcément au début. Et aujourd'hui, bah, c'est triste pour Euronen, mais Duverne, c'est mon choix numéro un à gauche, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de supporters brestois. Donc il y a eu tout ce travail qui fait que les joueurs en difficulté n'ont pas été abandonnés, ni par le coach, ni par le groupe. Et ça, c'est important. La saison dernière, on sentait sur le terrain que tu avais des joueurs qui étaient un peu de seuls. On pense à Steve Mounier, il y a plusieurs matchs où bah, le gars, il performe, il fait ce qu'il peut, mais tout le monde a l'air de s'en foutre. Là, j'ai pas eu cette impression cette saison. J'ajouterais aussi parmi les changements, on va dire, notables, le retour de Christophe Herrel en défense centrale. Je pense que, alors, il n'est pas parfait à chaque fois individuellement, mais le fait d'avoir quelqu'un avec un peu plus d'expérience que Lilian Brassier à côté de Brendan Chardonnay, qui lui est quand même resté à un niveau assez impressionnant tout au long de la saison, a fait du bien. Je pense que ça reste quand même un bon défenseur de Ligue 1, Christophe Herrel. Euh, et je pense que voilà, sa présence sur le terrain, son retour sur le terrain après une année presque blanche,
a quand même fait du bien. Et avec ça, je pense l'assise de l'équipe, avec une équipe qui s'est dessinée au fil de la saison, et ce 4-4-2 qui maintenant a été tout à fait adopté par le coach, et visiblement les joueurs adhèrent aussi. Donc je pense que c'est un tout qui s'est passé et qui a fait que l'équipe a progressé tout au long de la saison pour au final gagner des matchs qu'elle devait gagner, notamment contre Metz. Et j'ajouterais que le fait que Christophe Herrel revienne dans le groupe, ça a aussi poussé Lilian Brassier, je trouve, à progresser dans la concurrence. On a vu qu'il était assez nonchalant lorsqu'il était de toute façon assuré de titulaire, puisqu'il y avait personne derrière lui. Lorsque Herel est revenu, qu'il a dû faire des matchs, il a fait des matchs qui étaient bien meilleurs, notamment son match à gauche à Montpellier, mais d'autres matchs où il s'est montré plus incisif, où il a été plus concentré. Et je pense que la concurrence lui a fait du bien. Alors, je sais pas si Yann, tu voulais rajouter quelque chose, mais sinon, j'aurais bien aimé qu'on parle pour moi, qui est un peu le point faible de cette équipe, c'est le milieu de terrain. Je trouve qu'il y a un milieu de terrain qui est bien dans son rôle de défensif, on va dire, mais qui manque de créativité. On a sorti une statistique notamment tout à l'heure. Je voudrais avoir votre avis sur le fait qu'il n'y a aucun milieu de terrain à Brest qui a marqué un but cette saison. D'ailleurs, il n'y a que 8 Brestois qui ont marqué cette année. Je voulais avoir votre avis sur le milieu de terrain, sur le fait qu'il y ait un manque de, je trouve qu'il y a un manque de créativité à ce milieu de terrain. On sait faire, les joueurs savent ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire qu'ils savent bien défendre, mais que ce soit Belkebla, Magnetti, Agoumé, sur lequel j'avais placé pas mal d'espoir, que je trouve assez décevant cette deuxième partie de saison. Paul Lannes également, on sait qu'il va partir. Donc c'est un milieu de terrain qui est à la fois à reconstruire, donc peut-être que ça peut être positif, parce qu'on verra d'autres joueurs, mais celui-ci cette année, je trouve qu'il a été correct, mais n'a pas. Je pense qu'il aurait pu apporter plus, ou en tout cas, il manque peut-être ce joueur qui aurait pu ou dû apporter plus pour qu'on puisse passer un cap, notamment sur le plan offensif et sur le plan créatif. On s'en est remis uniquement à nos joueurs offensifs qui ont fait très bien le travail, mais on ne sait pas si l'année prochaine il y a un blessé ou deux, ou s'ils sont moins en confiance, si le club pourra se maintenir. Je trouve effectivement, bon, il y a ces stats qui parlent, mais je pense que ça découle finalement plutôt du système, de la mise en place, où on l'a vu, c'était un choix finalement de laisser les offensifs se débrouiller, ça a bien marché. Et de toute façon, je pense que quand tu as Magnetti, Belkebla, tu n'attends pas de ces joueurs-là qui marquent cette saison. Même s'il faut le rappeler, les deux ont frappé le poteau à plusieurs reprises, bon, avec un peu de chance, ça passait. Mais le seul point où je vais te rejoindre sur le milieu, c'est Agoumé, dans le sens où je suis pas forcément déçu de ses performances, mais du style, parce que c'est un joueur qui a vraiment des qualités techniques au-dessus, on le sent, mais qui fait pas cet effort d'aller se projeter, qui fait pas cet effort d'essayer d'apporter offensivement. Il se contente vraiment de rester au milieu, de baliser, voilà, mais je pense qu'il a les capacités pour apporter quelque chose sur un registre offensif et il l'a pas fait. Et sur le coup, je suis pas sûr que ce soit une consigne. Autant Belkebla, Magnetti, je suis sûr que c'est une consigne. On leur demande de se brider, de faire ce qu'ils savent faire et c'est tout. Autant Agoumé, je pense pas. C'est sûrement la partie du terrain où je pense qu'on a le plus de. Alors pas avec ces joueurs-là, mais je pense qu'il y a le plus de potentielle progression durant l'intersaison. Avec, on va dire, c'est la seule partie du terrain où je dirais qu'on est encore en Ligue 1,5. Il n'y a pas de joueurs qui sont vraiment de joueurs, comment dirais-je, de joueurs vraiment Ligue 1, quoi, qui ont un CV Ligue 1, qui ont une expérience Ligue 1. Il y a eu Paul Lannes, mais Paul Lannes a eu des blessures évidemment, et je pense pas qu'il soit encore au niveau Ligue 1 avec un joueur, on va dire, titulaire, potentiellement 30, 32, 35 matchs par saison. Donc je pense que c'est tu as raison de le souligner, c'est là où il faudrait apporter un peu plus de créativité. Pour l'instant, la créativité vient surtout des ailes, avec surtout Franco Nora, hein, mais un peu les latéraux. Alors Belaïdi, il apporte de la créativité, mais pas souvent. Je pense qu'on le verra pas l'année prochaine, mais ça aura été un peu coup-ci, coup-ça, on va dire. Et il manque enfin même quand Fèvre jouait, hein, de toute façon, c'était surtout venant des ailes. Donc c'est vrai qu'il faudrait un peu plus de créativité au niveau de l'axe. Martin Satriano a essayé un peu à ce niveau-là, il a quand même un très très bon jeu en déviation, notamment une touche de balle. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, c'est là où il faudrait avoir ce joueur style. C'est un joueur que je cite souvent, mais style Adrien Thomasson, quoi. Un mec qui peut mettre son 5-8 buts par saison. Ce qu'était un peu Romain Fèvre, mais dans un 4-4-2 avec Michel Derzakarian
dans un club comme Brest qui n'aime pas trop avoir le ballon, ça n'avait pas trop de sens de le faire jouer dans les deux au milieu de terrain. Donc effectivement, je pense que c'est là qu'on a. Et d'ailleurs, ça dure depuis plusieurs saisons, on va dire depuis le départ de Diallo, où on parle de ce milieu de terrain et de ses, on va dire, de ses lacunes au milieu de terrain. Donc, voilà, je pense que effectivement, c'est là où il faudra recruter et je dirais que c'est même la priorité du recrutement estival. Mais en fait, c'est assez simple. Si je vous demande votre 11 type du Stade Brestois, à tous les supporters brestois, tout le monde va trouver rapidement sa défense type, son attaque type, mais au milieu, à chaque match, on se demande qui ça sera à côté de Belkebla, et des fois, c'est même pas avec Belkebla. Mais Ça change souvent. c'est très juste. Et d'ailleurs, on faudrait voir combien de fois le même milieu de terrain a été aligné consécutivement cette saison. Autant les défenses, elles se sont succédées. Devant, on a souvent eu le Edouard Mounier en première partie de saison. Mais au milieu, faudrait qu'on fasse la stat pour voir combien de fois on a aligné la même paire au milieu. Je pense que ça a dû faire énormément de turnover. Je n'ai pas vérifié, mais Et au final, ce sont des joueurs qui ont un profil assez similaire, hein, finalement. Belkebla, Magnetti, même Lan, Agoumé. C'est des joueurs qui aiment bien rester dans leur moitié de terrain, on va dire. Et je pense que l'évolution du Stade brestois offensive, on va dire, et je pense que si on évolue offensivement, qu'on devient meilleur offensivement, on pourra aller un peu se projeter un peu plus haut dans le classement, passera par des milieux de terrain un peu plus techniques, plus modernes, on va dire, plus à l'aise avec le ballon, capables de résister à un pressing, on va dire. Je pense que ça passera par là. Donc évidemment, il ne faut pas jeter et mettre de côté les Belkebla, Magnetti. Il va partir, Lan va partir. Mbok, je pense que malheureusement c'est terminé. Mais un mec créatif capable de se projeter, alors évidemment ça va pas être facile, hein, parce que les joueurs qui sont très forts comme ça ne viennent pas nécessairement à Brest. Il faudrait peut-être un Seko Fofana, mais il n'y a pas beaucoup de Seko Fofana qui aimeraient venir à Brest. Il faudrait un joueur un peu plus avec un peu plus de volume de jeu offensif, capable effectivement de marquer 5, 6, 7 buts à côté d'un mangeur de ballon et d'un mangeur de kilomètres comme Belkebla ou Magnifique, quoi. Tout à fait d'accord avec toi. Mais après, il faudra voir également ce que Der Zakarian veut mettre en place. Évidemment, tout à fait. Il y a également cette question aussi du classement final de Brest qui va peut-être aussi motiver certains joueurs à venir. Parce que je pense que si tu termines 11e ou 12e de ce championnat avec Reims et Montpellier, tu as certainement un avantage après pour recruter des mecs qui sont également dans le viseur de Clermont, dans le viseur de Lorient, dans le viseur de ce type de club-là qui peut-être ont des infrastructures, et encore pas forcément meilleures quand on voit Clermont, hein, mais du coup infrastructure égale, je pense que tu vas dans un projet qui est le plus solide. Tu as Der Zakarian déjà qui, bon, je pense ça parle un petit peu maintenant un joueur de Ligue 1 qui se dit avec ce type-là, il y a des chances qu'on arrive à se maintenir, surtout sur une année compliquée. Je pense que Brest peut profiter de cette saison-là pour peut-être passer un petit cap. Hein, je dis pas qu'on jouera le top 10 l'année prochaine, mais pour se servir de cette fin de saison, tout simplement, pour assurer son maintien l'année prochaine, peut-être dans la douleur, mais en accueillant des joueurs qui sont à la relance, qui ont envie qui peut-être ne seraient pas venus à Brest il y a 1 an ou 2 ans et qui viendraient cet été. Alors évidemment, ça va également dépendre des sous. On espère que la saison de Courgette sera bonne pour Denis, mais je pense que ça ne peut être que positif pour le stade. Et d'ailleurs, plus on terminera haut, plus on aura une récompense pécuniaire qui sera élevée, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, en fait, ça pose une question, là, ce que tu dis, c'est comment on termine la saison? Est-ce qu'on la termine avec l'équipe type à tous les matchs, avec volonté d'aller tabasser tout le monde? Ça a l'air d'être l'esprit d'Erdak. Ou est-ce qu'on va essayer de faire jouer un peu plus des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué? On parlait d'Mbok, qui pour moi ne méritait pas de jouer plus, mais même un Euronen, peut-être qui aurait besoin d'une nouvelle chance, etc. Dans quel état d'esprit vous finissez la saison, vous? Comme tu as dit, Fanch, je pense que l'idée c'est quand même de gagner des matchs pour essayer de terminer le plus haut possible, tant par raison effectivement pécuniaire, hein. Alors je sais pas exactement ce que ça implique de terminer plutôt 11e que 12e ou 12e que 13e. Mais dans la situation dans laquelle on est, on va pas cracher sur 500 000 euros. Hein. Je pense que ça doit être peut-être dans ces eaux-là. Donc 500 000 euros, ça peut éventuellement faire un joueur. Hein, alors peut-être pas un crack mondial, hein, mais ça fait un petit joueur. Et effectivement, on va dire pour la réputation,
et aussi pour instaurer toujours cette notion de culture où même quand le maintien est joué, même quand il n'y a plus grand chose à jouer, eh ben on va quand même essayer de gagner. On va quand même essayer de s'imposer cette concentration, cette discipline pour essayer d'aller gagner du match qu'on doit, peut-être pas qu'on doit gagner, mais au moins dans lesquels on doit avoir une chance. Des matchs comme contre Clermont, des matchs comme contre Bordeaux, ce sont des matchs techniquement où Brest doit montrer qu'il est meilleur, comme il a montré qu'il était meilleur contre Metz. Et ça, pour moi, c'est important dans cet esprit d'instaurer cette culture de la gagne qui devrait perdurer une fois que Michel Derzakarian sera parti et que la majorité de ces joueurs actuels seront partis. C'est quelque chose qui doit durer dans le temps et qui doit être mis en place actuellement. Je suis d'accord avec toi, Quentin. Je pense que le danger serait de finir en roue libre cette saison et de perdre un petit peu tous les acquis mis en place depuis quelques mois. J'imagine moi la saison prochaine, la reprise de la saison prochaine comme une continuité finalement de celle-ci. Je pense qu'il faudra repartir sur exactement les mêmes bases. Et si dès le 1er mai tu commences déjà à arrêter et penser aux vacances, ce sera pas productif. Il y a également la question des joueurs qui ont besoin de se montrer, à mon avis, qui ont besoin peut-être de partir l'année prochaine, qui ont envie de trouver un autre projet, ou alors qui ont envie de rester à Brest, mais qui ont également besoin de montrer qu'ils ont le niveau pour rester. Je pense à Ironen par exemple, qui a très peu joué, mais lorsqu'il a joué ces derniers temps était plutôt pas mal. J'ai pas trouvé déconnant. Peut-être qu'il a envie de rester à Brest la saison prochaine, je ne le sais pas. Et d'autres joueurs, je pense que Quentin, tu disais que Belaïli, tu pensais qu'il partirait. Moi, je pense aussi. Je le vois pas trop continuer à Brest. Des joueurs également comme le Doiron qui ont certainement approuvé parce qu'ils ont fait un bon début de saison, mais la suite a été plus compliquée. Là, il est blessé malheureusement pour lui. Voilà. Je pense que les joueurs ont besoin de se montrer. Del Castillo aussi, il a une saison très compliquée. Il devrait profiter de ses derniers matchs pour montrer qu'il a de la qualité. Ça, on n'en doute pas trop, mais parfois c'est un peu brouillon. Et donc, si on veut s'appuyer sur lui l'année prochaine, il faudra qu'il profite de ces 4 matchs qui ne sont pas, à mon sens, des matchs amicaux. Pas du tout. Je pense qu'on perdra à Monaco parce que Monaco est en quête de la Ligue des Champions. Mais les 3 autres matchs doivent être des matchs sur lesquels Brest doit pouvoir rapporter au moins un point à chaque fois. Même contre Strasbourg? Contre Strasbourg, c'est un peu une équipe qui, je trouve, je pense que contre les forts, ils sont bons. Et contre les équipes un peu plus faibles qui ferment le jeu, ils sont plus en difficulté. Donc, je pense que l'équipe de Derzakarian à domicile peut leur poser des problèmes. Je dis pas qu'on va gagner le match, mais peut-être arracher un nul, par exemple. Ouais, alors, évidemment, jouer sérieusement, avoir cette discipline, ça veut pas dire non plus qu'il faut pas se lâcher un peu. Et bien sûr, oui. voilà, essayer quand même plutôt que de se projeter à 4, essayer de se projeter à 5, quoi. Enfin, on a cette marge de manœuvre qui nous permet aussi de lâcher un peu les chevaux, et avec 3 matchs à domicile, pourquoi ne pas essayer d'essayer de marquer un peu plus de buts que d'habitude, de jouer un peu plus que d'habitude. Pourquoi pas, et essayer aussi de bâtir sur cette fin de saison, de jouer un peu plus, au lieu d'avoir 40% de possession de balle, au lieu d'avoir 45%, pour éventuellement la saison prochaine où on pourrait avoir une équipe peut-être un peu plus joueuse qui se construirait sur les bases de cette fin de saison. Et surtout... Pardon, je te coupe juste une seconde, mais pour construire sur les bases de cette fin de saison, peut-être aussi, alors j'imagine que ça s'est vu en interne, que le coach et Grégory Lorenzi sont déjà mis d'accord sur les profils et les joueurs qui joueront et seront à Brest la saison prochaine, et d'autres sur lesquels ils ne compteront pas. Et je pense que les derniers matchs nous donneront ces enseignements-là. Si on voit un joueur qui est totalement placardisé, qui ne joue plus et qui ne jouait déjà pas beaucoup, j'imagine que si Ironen ne joue pas 1 minute sur la fin de saison, c'est que l'année prochaine, on risque de le voir plier bagage. Donc voilà, j'imagine qu'ils sont déjà en train de définir les contours de l'effectif de la saison prochaine, et feront les compositions. Derzac fera certainement ses compositions ou ses schémas aussi un petit peu en fonction de ça. Et justement, tu parlais de ces cibles qui pourraient choisir entre Brest 3, Lorient, Clermont, etc. Maintenant aussi, Grégory Lorenzi peut se projeter sur la saison de Ligue 1 prochaine. Et peut, contrairement à des équipes comme Lorient 3, Clermont, qui ne sont pas officiellement maintenues, où elles ne peuvent pas nécessairement encore se projeter sur des joueurs, on va dire, de type Ligue 1. Ça pourrait être comme on était un peu dans cette situation l'année dernière. Et donc, contrairement à Brest maintenant, qui peut aller déjà prospecter sur des cibles de type Ligue 1, avec un budget prévisionnel qui doit déjà être réglé comme du papier à musique.
Donc c'est plutôt voilà, c'est une fin de saison avec vraiment que des avantages. Il faudrait faire ça plus souvent. Il y a strictement rien à perdre pour Brest. Et alors parfois c'est dangereux parce qu'on peut se dire c'est bien pour préparer la saison d'après. On se souvient de la saison de Metz l'année dernière qui termine 10e. Et pour autant, cette année, ils sont en très très grande difficulté. Alors, c'est par des erreurs de recrutement notamment. On pense à Jemerson qui a d'ailleurs rompu son contrat aujourd'hui ou hier. Il faudra pas faire ces erreurs-là, mais on a de la chance d'avoir, je pense, Grégory Lorenzi qui va faire son 7e mercato. Donc, 7e mercato, c'est quand même quelque chose de solide. On peut compter sur lui pour avoir le nez creux ou le nez fin, c'est pas le nez creux, pour trouver des bons petits joueurs et notamment des petits Martin Satriano s'il pouvait rester. On sait que le club souhaiterait, mais ça risque d'être très compliqué. Ouais. Après, voilà, si évidemment, on sait que Javier Zanetti nous écoute, auditeur plutôt farouche de Brestonnais. On sait que voilà, pour continuer ces belles relations entre l'Inter de Milan et le Stade Brestois, n'hésitez pas, Monsieur Zanetti, à nous prêter au moins 6 mois supplémentaires. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à un an, mais peut-être commencer par 6 mois. Notre ami uruguayen qu'on aime tant, qui a déjà été très bien adopté et qui, justement, dans ce souci de mise en place de cette culture, lui rentre parfaitement dans cet état d'esprit, avec vraiment un état d'esprit qui, depuis qu'il est arrivé, montre. C'est vraiment, il y a rien de mauvais, quoi. Je pense il encourage ses potes, il est tout le temps à 200%. C'est vraiment une très très belle recrue. Regardez ses réactions lorsqu'il célèbre les buts. Et je pense qu'il pourrait s'en foutre parce que quand on marque un but, lui il est prêté, il est pas sur l'action. Il est prêté par l'Inter. Ouais, il y a 6 mois, ils s'entraînaient avec Zeko, Lautaro Martinez et compagnie. Là, c'est avec Julien Faussurier, Jérémy Le Doiron et compagnie. Et pourtant, il est impliqué à 200%. Regardez, je pense notamment à la célébration du but d'Honora à Lens. Honora arrive sur le côté, Satriano est plutôt démarqué dans l'axe, appelle le ballon d'ailleurs de manière assez véhémente, il lève les bras et voilà, on sait que Honora marque derrière et il a une réaction en piquant un sprint vers Honora, mais on dirait qu'il a gagné la Coupe du Monde. Enfin, c'est vraiment un peu à la Cavani ou à la Suarez. Je pense que c'est un peu dans l'état d'esprit aussi des Uruguayens, un peu cette grinta, et ça fait vraiment plaisir à voir parce que ça tranche un petit peu avec le profil plus nonchalant de Steve Mounier par exemple. Lui, Satriano, c'est vraiment quelque chose dans l'envie. Et on en parlait, Quentin, contre Lyon, lorsqu'on le regardait un petit peu. Je pense que ce joueur, je dis pas que ce sera un crack mondial et un futur ballon d'or, évidemment, mais il a moyen d'avoir un club plus tard et de jouer, en tout cas, des titulaires dans un club qui est bien meilleur que Brest. Et en tout cas, on lui souhaite, mais il a des aptitudes assez intéressantes et je pense qu'on aura dans les podcasts prochains, s'il ne signe pas à Brest l'année prochaine, en tout cas des nouvelles régulières de Martin Satriano et des buts qu'il marquera. Je prends le pari, c'est un pari à long shot sur 10 ans, mais Martin Satriano fera un top 30 ballon d'or dans sa carrière. C'est dit. Favril et c'est dit. Et est-ce qu'il sera à la Coupe du Monde? J'espère, je pense, il y aura des places à récupérer après le départ de Suarez et Cavani. Après, eux, ils y seront sûrement. Je crois qu'il y a, je sais plus qui est le troisième très bon attaquant de la sélection. Vous voulez dire à la prochaine Coupe du Monde? Oui, à la prochaine Coupe du Monde, oui. Ah, ça peut être chaud quand même. Après, pour la prochaine Coupe du Monde, il y a des groupes élargis déjà. Ce sera plus 23 mais 26. Donc éventuellement, l'Uruguay c'est comme un petit pays. Si on imagine que soit à Brest ou ailleurs, le gars marque, je sais pas, 5. Ça vient vite la Coupe du Monde. Fait un bon début de saison. Tu peux imaginer d'ailleurs qu'il était présélectionné, donc il est déjà dans les petits papiers je pense que c'est toujours Tabarez qui est sélectionneur là-bas. En tout cas, c'est jouable pour lui. C'est plus Tabarez? Non. C'est Alonso maintenant. D'accord. Le PP Aglacan a enfin lâché la place. Mais toujours est-il qu'il pourrait tout à fait être dans l'effectif. Si ce n'est en 2022, ce sera la Coupe du Monde à 48 en 2026. Après, c'est vrai qu'il y a Suarez, Cavani, il y a Darwin Núñez de Benfica qui marche du tonnerre. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, mon cher Yann. Et également un joueur comme Diego Rossi qui évolue à Fenerbahçe et qui carbure pas mal. Donc peut-être en 5e attaquant. Ensuite, je vois pas grand-chose. Maxi Gomez de Valence à la limite. C'est quand même dingue. On est en train de parler d'un joueur prêté à Brest et voilà, il est aussi avec on n'est pas non plus à l'abri d'une blessure de ces joueurs-là. Cavani, Suarez, c'est des joueurs qui sont très vieillissants, qui jouent de moins en moins, même s'ils sont sur le remplaçant dans leur club respectif, leur place est assurée. Mais en cas de blessure, ça fait libérer une place pour Satriano. Mais bon, la question n'est pas là. C'est plutôt sur la fin de saison du Stade Brestois.
qu'est-ce qu'on peut espérer? Déjà en termes de points, vous espérez. Est-ce que vous avez parce que les joueurs parlent beaucoup et dans sa carrière de ces fameux 50 points. Est-ce que vous avez plutôt des objectifs chiffrés en termes de points très bruts ou plutôt en termes de jeu et d'évolution de jeu? Est-ce que vous préférez prendre 3 points sur les 4 derniers matchs mais voir 2 défaites 4-3? Ou alors enchaîner encore vers cette solidité et prendre, je sais pas, 8 points sur les 12, mais avec le même style de jeu, ne rien voir changer finalement. Moi, je veux finir devant Montpellier et faire descendre Bordeaux. Donc ça fait 3 points, c'est suffisant. Parce que oui, ça va de soi que Montpellier ne va encore prendre aucun point sur la fin de saison. Écoute, ici on va parler de les points par le jeu. Voilà. Les points par le jeu. On va essayer effectivement de gagner contre Clermont et Bordeaux, on va dire, pour dépasser ces 50 points. Ce serait la première fois, je pense, depuis la remontée, on va dire en 2010, que Brest dépasserait les 50 points. Je sais pas, je crois que c'est 46 le record, enfin le record entre guillemets, pour l'instant du 21e siècle. Donc pourquoi ne pas essayer de battre ce record? Il manque plus que 2 points techniquement. Ça semble être une victoire, et pourquoi pas 2 contre Clermont et Bordeaux. Même si évidemment, bon, si on gagne contre Clermont et Bordeaux, ça fait 3 points de moins pour ces deux équipes-là. Pour envoyer Lorient en Ligue 2, effectivement, il y a un dilemme. D'ailleurs, et éventuellement, plutôt perdre contre Clermont, parce que je pense que Clermont, ce sera un peu moins dangereux, on va dire, qu'une autre équipe pour l'année prochaine. J'ai justement posé la question, Quentin, tu réponds aux questions avant qu'elles ne soient posées, c'est incroyable, c'est magnifique. Quelles équipes vous êtes plutôt partisan de voir Saint-Etienne et Bordeaux descendre de grosses écuries, quitte à perdre 2 gros clubs français, pour avoir des équipes genre 3 et Clermont qui restent? Ou alors, moi je pense que je suis d'accord avec toi, Quentin, je préfère voir Clermont, Lorient et 3 rester en Ligue 2, parce que ce seraient des adversaires. En Ligue 1, pardon, lapsus, ce seraient des adversaires l'année prochaine à notre niveau au moins. Bah écoute, alors je pense que déjà pour Bordeaux, ce serait pour leur bien de descendre. Parce qu'à un moment donné, et ce serait aussi mérité, à un moment donné, quand tu prends 84 buts, bon, ils ont une chance, enfin, c'est une chance quand même assez lointaine, hein. Il faudrait 4 buts par match, mais de prendre 100 buts sur la saison, quoi, c'est quand même une dinguerie. Prendre 100 buts sur une saison de Ligue 1, qui est quand même un championnat pas non plus réputé pour ses velléités offensives, même si la Ligue 1 du siècle, cette saison nous a appris à apprécier une autre Ligue 1. Je pense que ce serait pour leur bien. Saint-Etienne mérite aussi de descendre. Quand tu te retrouves là avec des équipes comme Clermont, Troyes, Lorient, c'est qu'il y a eu un souci. Et que s'il y a eu un souci, c'est que ça veut dire que tu as mal travaillé. Si tu as mal travaillé, tu mérites de descendre. Donc pour moi, au niveau du mérite, Saint-Etienne et Bordeaux vont dans la charrette. Après, de toute façon, il y en aura un qui jouera un barrage contre Sochaux, Auxerre, Paris FC, Ajaccio peut-être. Je pense que Saint-Etienne peut s'en sortir contre toutes ces équipes-là, mais peut aussi s'incliner. Merci Roland Courbis. Roland Courbis, chroniqueur de temps en temps. Mais après, voir Lorient-Auxerre, quoi. Lorient-Auxerre. Après, les Bordeaux-Saint-Etienne, ça mérite sur cette saison, mais même ça fait plusieurs années où ça travaille mal, justement. Donc, ouais, ça serait mérité. Ça me ferait un peu chier pour Saint-Etienne, quand même. Voilà, c'est purement personnel, mais sur un point aussi, il faut raisonner là-dessus, sur un point financier. Quelles équipes peuvent, l'an prochain, te claquer un 10-12 millions sur un joueur pour se renforcer? Je pense que 3 peut le faire, par exemple, avec leur nouvel investisseur qui est arrivé l'été dernier. 3, ça peut être un concurrent. Clermont, ils le feront pas. Lorient, Clairement, ils ont un président suisse, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Qui a déjà pas mal investi, je crois, dans les infrastructures, avec notamment un centre d'entraînement commun avec leur club de rugby. On n'est pas à l'abri qu'ils fassent une Loïc Ferry, quoi. Et leur nouveau stade, quand même. Donc justement, je pense qu'ils ont déjà engagé assez de capital sur les infrastructures et je les vois pas les claquer énormément, surtout qu'ils n'auront pas de grosses ventes cet été. Et Lorient, ils vont peut-être vendre Bayo, non? Ouais, c'est vrai, Bayo. Mais Lorient, sinon, bah voilà, c'est Ferry, hein, on le connaît. Je pense pas qu'il soit échaudé par ce qui se soit passé avec Adrian Gorbic. Bah après, ce qui est sûr, c'est que Ferry, je pense que sur ses investissements, il va perdre de l'argent. Gorbic, il partira pas pour le prix pour lequel ils l'ont acheté. Terem Moffi, il a fait une bonne première saison, mais c'est vrai que c'est un peu plus poussif cette saison. Et il n'y a pas vraiment d'actifs très forts capables de partir pour le prix de Franco Nora, on va dire.
Le Donc, fait peut-être parce qu'il est jeune, mais ouais, mais il joue pas, il est pas très bien mis en valeur. Donc, oui. c'est ce qui est dommage pour lui, parce que je pense que c'est un sacré joueur. Et par exemple, dans un club comme, tu le mets à Lens, par exemple, ça pullule, quoi. Donc, mais ouais, après, je pense que même l'année prochaine, on regardera ces équipes les yeux dans les yeux, et là où on pensait que ça allait vraiment être très très dur euh, cette prochaine saison, je pense que cette fin de saison nous apporte quand même pas mal de, alors peut-être pas de garantie, mais au moins d'espoir pour la saison prochaine. D'ailleurs, quels objectifs? C'est peut-être trop tôt pour en parler, mais est-ce que vous pensez que Brest peut espérer mieux que le maintien l'année prochaine? Moi, je pense que non, mais Donc, ouais, non, Après, on va partir sur le maintien. c'est quoi mieux que le maintien dans le sens bah, c'est en fait comme bon, oui, non, finalement, la question est un peu mal posée, parce que cette année, c'est déjà mieux que le maintien, finalement, parce que c'est ça. le maintien, on aurait dit, ça aurait été ça si on l'avait eu à la 38e journée. Cette année, je trouve que c'est une saison. Si on devait mettre une note, et je pense qu'on fera un podcast bilan de la saison, je Et pense oui, que c'est prévu, hein, je crois, sur Twitch très bientôt. la note de la saison, pour moi, sera bonne, même s'il y a évidemment des choses qui ne vont pas. On n'est que Brest et on a l'avant-dernier budget de Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est extrêmement positif. Alors, évidemment, j'aimerais qu'on joue comme Liverpool, c'est logique, mais c'est pas possible. Donc, ouais, extrêmement positif. Et tu l'as dit, Quentin, peut-être un live Twitch pour finir, pour faire le bilan de la saison lorsque celle-ci sera terminée. Messieurs, quelque chose à rajouter? Je crois qu'on a fait le tour de cette fin de saison, quelques petites infos qui y arrivent, mais sur l'équipe pro, on va dire du Stade Brestois, je pense qu'on a été pas mal. Tout à fait. Je pense que ça a été plutôt clair et c'est agréable de faire un podcast comme ça sans faire de projections un peu pessimistes. Là, on sait qu'il n'y a que des semaines, en tout cas jusqu'à la reprise de la saison, des semaines agréables qui nous attendent, avec notamment les rumeurs mercato qui agitent généralement les gens et les réseaux sociaux. C'est très agréable en tout cas d'aller au match aussi et de regarder le match, même si contre Metz, bon, on savait qu'on était sauvé quasiment avec la défaite de Saint-Étienne contre Monaco. Tu regardes le match avec moins de pression, mais tu as quand même envie. Enfin, quand ils se sont fait égaliser et que ça a été refusé, j'étais un peu énervé parce que c'était rageant de perdre des points. Maintenant que c'est totalement mathématiquement fait, on va peut-être se détacher, pas perdre la passion, mais perdre un peu le stress qui va autour et ce sera différent à vivre. Ce sera très très agréable en tout cas, vivement. Et puis après, il y a voilà, le calendrier de la Ligue 1 de l'année prochaine qui va sortir, il y a les nouveaux maillots, tout ça, ça va être incroyable. Vive le football. Vive le football, vive le Stade Brestois. Dans d'autres nouvelles, le Stade Brestois ne marche pas uniquement très bien chez les pros, puisque ça marche aussi au niveau des autres équipes, au niveau notamment de alors, N3, U19, U17, ça fonctionne. La N3 d'ailleurs, dans une N3 qui est assez dingue, puisque donc à 3 journées de la fin, il y a 6 points d'écart entre le premier, donc qui est Milizac, avec beaucoup d'anciens réservistes brestois d'ailleurs, dans le rang, 6 points d'écart entre le premier Milizac et le 9e Fougères. Donc il peut encore y avoir 9 équipes qui peuvent monter, dont le Stade Brestois, qui pourra monter si jamais il termine premier. Le Stade Brestois, coaché par Bruno Grougy, est actuellement 3e à 2 points de Milizac. Et affronte le Stade Pontivien et Lannion. Donc normalement, c'est plutôt un calendrier intéressant pour le Stade Brestois qui pourrait donc chipper cette première place et monter en N2, ce qui ne serait jamais une mauvaise nouvelle. Du côté des U19, on s'est qualifié. Alors de mémoire, c'est la première fois que ça arrive pour le Stade Brestois. Ça s'est qualifié pour les phases finales du championnat national U19 en terminant dans les deux premiers. Alors Brest est actuellement deuxième à 2 points du FC Nantes, qui est donc leader, mais à 8 points d'avance sur Bordeaux. Donc c'est fait, c'est officiellement fait. Le Stade Brestois jouera les phases finales du championnat U19. Et enfin, les féminines se sont maintenues pour, je crois que ça va être 6 ou 7e année consécutive en D2 féminine. Donc voilà, ça n'a pas été une saison facile, mais au final, l'essentiel a été fait. Voilà. A priori, on a fait le tour. Il y a eu une annonce de joueurs libérés également notamment au niveau de la réserve de la génération 2001 et 2002. Alors deux têtes, on a Samuel Gentil, il y a 2 recrues, Loïc Pition et un autre. Il y a Pierre Jouan, Isaiah Hubert, Brieg Le Bars, Kylian Le R,
Et quelques... Mauguin. Rémi Mauguin, effectivement. Samuel Gentil, tu es déçu de sa non-conservation? Oui, après, maintenant, malheureusement, je pense qu'on pouvait le sentir venir, hein. Il a moins joué aussi en N3, pas mal de blessures et une progression qui avait quand même été pas mal entravée. Ce qui est dommage, parce que tellement il était fort en U19, hein, il était quand même surclassé et il était largement au niveau des U19 quand il était surclassé, puis surclassé en N3. Mais ouais, le passage au niveau de jeu adulte, on va dire, a fait pas mal de mal à Samuel Gentil qui va rebondir quelque part. Après, sa carrière n'est pas finie. Mais quelques déceptions notamment sur Kylian Leher, Rémi Mauguin et Pierre Jouan. Notamment Kylian Leher qui était le capitaine de la réserve. Donc on pouvait, c'est un joueur sur lequel Bonne-Bougie comptait. En plus c'est un joueur polyvalent qui peut jouer arrière gauche, arrière droit, ailier gauche, ailier droit. Mentalité exemplaire, brestois en plus. Je pense qu'il aurait pu être gardé parce que si c'est pour faire venir un joueur extérieur qui va rien apporter, autant garder un brestois qui, je pense, avait la mentalité pour jouer un peu plus haut. Donc voilà, c'est un peu décevant. Mais écoutez, ce n'est pas moi qui choisis, bien sûr. Messieurs, on va se quitter là. Ça fait une belle petite heure de podcast avec vous, messieurs, dans un toujours sérieux, mais en slip, hein, évidemment. Donc un peu moins sérieux. Toujours en slip, effectivement. Ça fait plaisir. Une belle saison qui va s'achever. On continuera évidemment de faire vivre le compte sur cette fin de saison. Est-ce qu'on peut le dire d'ores et déjà, c'est que c'est la plus belle saison en termes sportifs depuis qu'on suit le Stade Brestois? En tout cas. En Ligue 1. Oui, en Ligue 1. Quoi. En Ligue 1, bien sûr. Ah oui, mais en termes sportifs, je pense que 45 points en Ligue 1 valent peut-être certainement plus pas qu'une montée, mais quelque part si en fait, parce que la montée, tu œuvres pour monter en Ligue 1 justement. Là, en Ligue 1, c'est la plus belle depuis que moi je suis supporter, même pas forcément en termes de jeu, mais en termes comptables, c'est certainement la plus aboutie, je dirais, plutôt que belle. Parce qu'en la plus constante peut-être, ouais, parce que évidemment il y avait eu la première où Brest avait quand même vécu à la première place quelques jours. Donc effectivement le haut était plus haut où là il y a eu des hauts et des bas, mais ça a été quand même assez constant et je pense que ça montre aussi que, et je le disais après la dernière journée, on supporte un club relativement sain, ce qui est presque devenu un luxe dans ce football, et ça il faut quand même le savourer, parce que je pense que si Saint-Étienne-Honner et Bordeaux-Honner faisaient un podcast, ils diraient pas la même chose que nous. Donc savourons le fait de supporter le Stade brestois. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la blanche baleinière. Jean-Boué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.